Bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith. Et nous sommes encore très heureux que vous nous recevez ce matin chez vous, quoi qu'il en soit, de toutes les façons. Nous sommes repartis pour, on dira, 2 heures de temps d'antenne à partager en votre compagnie. Mais comment le dire aujourd'hui? Les Camerounais, pour la plupart, on dira, une certaine frange de Camerounais, laisse croire qu'aujourd'hui, la justice camerounaise ne fait plus son travail véritablement en ce qui concerne l'équilibre existant entre les riches et les pauvres aujourd'hui. La plupart de ceux qui n'ont pas d'argent au Cameroun semblent ne pas profiter des grandes valeurs que propose la justice naturellement. Comment expliquer ce phénomène qui semble être, on va dire, anodin pour beaucoup, mais surtout présent, perceptible dans les tribunaux au Cameroun? Comment revenir véritablement à un état de droit dans lequel on respecte le droit pour les uns et on respecte le droit pour tout le monde dans la globalité? Mesdames et messieurs, il faut justement en parler et les regards sont portés naturellement devant ces tribunaux. Est-il devenu l'homme à abattre aujourd'hui au Cameroun? Quand on sait que depuis son élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football comme président, Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui paie les frais de ce qu'on appellerait une presse à cabale. Une presse à gage d'ailleurs qui a choisi de vilipender, comme cela se devrait assurément, le Goliath d'or, homme politique et désormais président de la Fédération camerounaise de football. Ça fait débat de plus en plus. Ça enfle d'ailleurs dans les chaumières. Samuel Eto'o-Fils, quel regard les Camerounais portent-ils de l'acteur du football aujourd'hui? Comment comprendre que ces politiques semblent déranger énormément? Madame, monsieur, le sujet est gravement important et on choisit bien sûr d'en parler. Mais surtout, on n'oubliera pas ces enseignants. Ils sont très nombreux sur l'étendue du territoire national qui ont décidé que ce matin, ce sera grève reconnue dans toutes les classes du Cameroun. Le chapelet de revendications reste assez dense quand même. Mais qu'est-ce qui peut expliquer naturellement que sous l'ère actuelle, l'enseignant soit autant méprisé, autant chosifié, autant qualifié de sous-homme? Madame, messieurs, on en parle ce matin. Aux côtés de Charles Hamel, Bon Bengan, Isabelle Carole, souhaitons déjà un bon retour à Dominique Audrey-Yengele qui nous retrouve ce matin sur notre plateau. Chère dame, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. On va dire justement qu'après quelques semaines d'absence, on est tout heureux de vous retrouver et puis on peut parler avec beaucoup plus d'assurance maintenant. Tout va bien pour vous. Le plaisir est partagé. Merci à toutes les personnes qui ont pris la peine de prendre de mes nouvelles. Il y a un certain amour que j'ai découvert des personnes qui nous regardent tous les jours. Ça fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Et ce matin, avec la communauté internationale, on célèbre les langues maternelles. Dans notre contrée, malheureusement, l'expression, l'apprentissage des langues maternelles est en train de disparaître. Moi-même qui vous parle, malheureusement, je ne sais pas parler ma langue. Je crois que c'est un problème aujourd'hui. Si on veut pouvoir s'affirmer, présenter qui on est véritablement, les paroles ont un rôle prépondérant à ce niveau à jouer. Il faut enseigner les langues aux enfants. Mais non, vous n'en savez pas, vous l'avez avoué. Qu'enseignerez-vous à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Ma mère est là, Ah, le père certainement le fera de son côté, ouais. Mais pour ceux qui ont encore la possibilité d'enseigner les langues aux enfants, je crois qu'il est temps de le faire. Il faudrait sauver parce que nos langues sont en train de disparaître. J'ai envie de dire simplement, restez bien. Charles Hamel Mbachou ce matin, bonjour à vous chers messieurs. Je dirais même en réalité, passer une célébration particulière, c'est mon bon. Merci, monsieur Michel Ngachou. Traduction. Bonjour à tout le monde. Voilà. Isabelle Carole, c'est mon bon. Tu veux dire? Ben ouais, non, mais vous devez lui parler le bafin. Non. Si. Vous parlez de quoi hein? C'est pas un souci. Hein? Bonjour à vous Isabelle. Bonjour Michel. Voilà, mais il faut quand même le dire que les politiques mises en place par ce qu'on appelle la francophonie et le Commonwealth
non simplement visé qu'à renforcer les langues étrangères importées et imposées chez nous au détriment des langues locales que nous ne parlons presque plus aujourd'hui. Et c'est une chose assez grave quand même. C'est très grave, c'est très grave. Je crois que vraiment chacun a sa part de responsabilité là-dedans, aussi bien les parents, le système éducatif, les pouvoirs publics. Je crois que chacun à son niveau de strate devait pouvoir contribuer à régler ou à pouvoir gérer cela. Il est toujours important de pouvoir parler sa langue maternelle, très important même d'ailleurs. Pour pouvoir la véhiculer aux autres, à vos enfants, il faut d'abord vous-même vous approprier de cette langue-là. Et pour ça, vous avez besoin que même dans le système éducatif, qu'on puisse mettre ça aussi à l'école. C'est important pour l'enfant que les parents aussi prennent plaisir à pouvoir en parler avec leurs enfants, parce qu'il y en a qui estiment que voilà, ce n'est qu'entre parents qu'on devrait parler cette langue et pas avec les tout petits. C'est très important. Bonbon Bengan, bonjour. Mega. Ah, Mega. Oyembo, Mega, Bonbon. Bonjour chers amis, bonjour à vous chers téléspectateurs. Il y a 8 ans, le 21 février 2014, rejoignait à terre de nos ancêtres Charles Sylvestre Ateba-Yéné. Il aurait eu 50 ans cette année. Des lourdes disparitions restent encore gravées dans nos mémoires. Non, va Charles, tu n'es pas mort, tu restes dans nos cœurs. Il faut bien sûr le reconnaître que Charles Ateba-Yéné de regretter, non, de glorieuses mémoires aujourd'hui. Et celui-là qui a commis un des ouvrages quand même qui a fait carton, le paradoxe du pays organisateur et tout ce qui était là avec. Et il est revenu sur un autre ouvrage parlant bien sûr des pratiques magico-anales que l'on reconnaissait dans le gouvernement camerounais. Et on s'en souviendra justement que Charles Ateba-Yéné, qui a été l'un des acteurs pointilleux, regardant, exigeant de son temps, aurait continué justement à faire ce travail s'il était encore à nos côtés à ce jour. De l'endroit où se repose, que la terre nous enseigne soit véritablement légère. Merci beaucoup, mon Mengan. Allez, Dominique, plongeons rapidement dans l'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin, la question que nous pose le monsieur et Pambambok et Charles Hamel sur le plateau, c'est de savoir comment procéder à une séparation consensuelle après une dot. L'histoire nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'emprunt. Je suis Mathieu, j'ai 34 ans, traditionnellement marié à une jeune femme de 27 ans depuis bientôt 3 ans et nous avons 2 enfants. Mon épouse me fait toujours savoir que l'homme et la femme sous le toit sont égaux et ça, c'est le premier sujet de discorde entre nous. Ce qui me rend perplexe, c'est qu'elle a des comportements qui inquiètent et qui étonnent pour notre avenir. Je n'ai jamais eu d'échange complice avec ma femme sans que cela ne débouche sur des problèmes. Et lorsqu'elle l'a tort, elle n'utilise jamais l'expression « excuse-moi ». Tous nos échanges finissent en queue de poisson. Lorsque je lui fais des remontrances, elle commence par chercher un couteau ou chercher une fourchette et me menace de se blesser. Soit elle va prendre une boisson et rentre totalement ivre et devient quasiment morte dans la chambre. Au point où, un moment où il fallait allaiter le bébé, elle était tellement ivre qu'elle ne pouvait même pas donner le sein à l'enfant. Cela s'est produit au moins 10 fois. Lors de sa première grossesse, elle est tombée sur une conversation dans mon téléphone où j'échangeais avec une autre femme et ce jour-là, elle a choisi de partir de la maison à 4 heures du matin, étant enceinte de 7 mois. Je l'ai suppliée de ne pas sortir de la maison et elle a dit, ma soeur a même essayé de lui parler en lui disant, on ne répond pas à son mari de cette façon, on ne répond pas à tout. Elle a dit à ma soeur, vraiment ça c'est pour vous là-bas, ça ne me concerne pas. Le jour de son anniversaire de cette année, elle a exigé que je l'affiche sur les réseaux sociaux, photos de profil Facebook, WhatsApp, TikTok, machin, tout. Et comme je n'étais pas trop d'accord, on a eu un problème, j'ai dû le faire par contrainte. Il suffit qu'une connaissance dans notre entourage se marie pour que à la maison, ça devienne les pleurs tous les jours. Elle voudrait absolument et impérativement qu'on organise un mariage. Je tiens à notifier que j'ai perdu mon boulot avant qu'on ne se marie et depuis on gère une boutique ensemble et dans cette boutique elle a un peu plus d'action que moi, disons ça comme ça. Je ne sais donc pas si c'est par rapport à ça que son comportement a totalement changé. Je suis sur le point de demander la séparation et j'ai peur que le pire puisse arriver. Comment se sépare-t-on après une dot de façon consensuelle? Je m'inquiète pour sa vie, j'ai peur qu'elle attente à sa vie, qu'elle attente à la mienne ou bien qu'elle attente
à la vie des enfants. On a envie de se demander véritablement qu'est-ce qu'il entend par pire aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans l'histoire reçue ce matin, deux faits, on dit quelques faits majeurs, où les problèmes posés en réalité, égalité ou parité sexuelle dans une relation véritablement, l'irrespect, le m'as-tu vu, les actions qu'on peut apporter conjointement, fondamentalement, si elle décide aujourd'hui de partir... Menace à l'arme blanche. C'est ça le pire. Elle veut se donner la mort. Elle le menace. Elle le menace que si jamais à rupture, elle se donne la mort. Oui. Fondamentalement, on va essayer de disséquer ensemble quel comportement peut-elle afficher cette femme, parce qu'il y en a qui nous regardent ce matin, nos sœurs, nos femmes, nos épouses, nos mamans qui certainement se retrouvent dans cette logique. Il dit aussi qu'il suffit qu'il y ait une dispute entre eux pour qu'elle ne cuisine pas. D'accord. Qu'ils restent sans manger. Je commence avec Isabelle Carole. Fondamentalement. Non, allons-y, on va revenir. C'est un problème de femme. Comment auront la dot? C'est la question. Voilà. Lui veut rompre. Mais maintenant, il faut d'abord qu'on comprenne le comportement de cette femme. Comment peut-on choisir délibérément, chère dame? Vous l'avez entendu, l'histoire de vouloir se donner la mort, d'imposer le m'as-tu vu à son homme, de rester dans une logique selon laquelle on doit parler de parité sexuelle dans une relation, on doit parler justement un manque de respect criard, perceptible à chaque fois. Est-ce qu'on peut déjà, pour ceux qui nous regardent et qui sont certainement dans cette logique, est-ce qu'on peut vraiment construire une relation avec de pareilles attitudes d'Isabelle Carole? Non, je ne pense pas. Parce que lorsqu'on parle de mariage, on parle de faire des concessions, on parle du fait d'accepter l'autre, on parle du temps qu'il y a eu avant justement cette cérémonie de dot, où on a eu le temps de savoir, de dire « Oh oui, cette personne, c'est l'homme de ma vie, c'est la personne avec laquelle je vais tout traverser, je veux passer tout le restant de mes jours sur terre ». Et si on arrive dans le foyer et qu'on a de tels désagréments, je crois que ça pose problème. Aujourd'hui, le monsieur n'est plus inquiet seulement pour l'amour qu'il porte pour sa femme, mais aussi pour sa sécurité. Parce que si j'ai bien suivi l'histoire, il faut savoir qu'il y a des jours où elle prend des fourchettes, couteaux. Et vraiment, on sait qu'un de ces 4 matins, ça peut très vite, très mal tourner. Et il sera impossible de remonter le temps et de sauver les meubles. Moi, je crois qu'on peut faire tout ce qu'on a à faire. Mais quand la violence intervient dans un couple, honnêtement, moi, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de faire 2 secondes de plus. Quand la violence commence à t'interférer. Parce qu'on peut avoir tous les problèmes du ciel, on peut avoir tous les problèmes de la terre, mais si on s'arrête à se dire des choses, voilà, à expliquer à l'autre qu'on n'est pas content et tout, je crois que là, on peut recoller les morceaux. Mais quand on a une personne en face dont on est incertain, ça veut dire que le sous-entendu, c'est qu'il a perdu le sommeil. Vous ne pouvez plus avoir un sommeil profond. Parce que vous vous dites, ben, cette nuit, elle viendra avec quelle carte? Qu'est-ce qu'elle fera? Comment je vais m'en sortir? Je vais me défendre avec quoi? Et puis, à vous de vous défendre, on ne viendra pas dire que vous vous êtes défendu. On dira, vous avez porté main sur votre femme, ou bien vous l'avez coupé un bras ou quoi que ce soit. Donc, je crois que, urgemment, peut-être pas la séparation, mais je crois qu'il faut passer par ce qu'on appelle vraiment chez nous le tribunal familial, qui est hyper important. Je crois que c'est une étape extrêmement importante lorsqu'il y a vraiment un grabuge dans le couple. On s'arrête d'abord au tribunal familial avant de contracter quelque autre mesure que ce soit. Parce que là-bas, on étudie toutes les mesures et on y va d'abord dans le sens pacifique. Voilà. Vous invoquez, vous convoquez, si vous voulez, Isabelle Carole, le tribunal familial, oui, pour trouver des solutions à ce problème. Mais lui, il pose un souci ce matin qui laisse croire que le pire n'est pas loin de lui. Est-ce qu'en réalité, lorsqu'il y a des premiers constats comme cela, est-ce qu'en réalité vraiment le tribunal familial peut résoudre ça? Parce qu'on peut être en famille et dire d'accord, j'ai compris, je vous promets de ne plus jamais poser un tel acte. Mais dès que vous franchissez le seuil de la maison, ça reprend. Michel, vous ne pouvez pas avoir les problèmes avec votre conjoint, on vous dit directement allez, je ne sais pas où. On vous dira d'abord passer par la famille. Est-ce qu'il y a eu un conseil de famille? Parce que c'est le premier palier. Ce n'est pas le seul, mais c'est le premier palier à gravir quand on parle de ces différences qu'il y a dans le couple. Parce qu'en réalité, il s'agit de quoi? Quand on parle de la dot, ce sont les 2 familles qui se sont réunies. On convoque les 2 familles et vous êtes derrière quand on commence à parlementer par rapport à la dot.
C'est pourquoi quand il y a le problème aussi, les deux familles qui ont été d'accord, qui se sont dit oui, parce que vous pouvez vous aimer, mais vos familles ne s'accordent pas. Et il n'y a pas d'autre. La dot, en fait, c'est l'acceptation non seulement des deux, mais aussi de leurs deux familles. Ça veut dire qu'il y a eu le consentement de tout le monde là-dedans. Sinon, vous deux seuls, vous ne pouvez pas gérer ou encore organiser une dot. Raison pour laquelle, vraiment, s'il y a des crises dans le couple, c'est également ces deux familles qu'on convoque pour faire ces assises et voir la procédure à pouvoir adopter. Question évidente, la famille peut-elle vraiment résoudre ce problème? Oui, dans beaucoup de cas, il faut le savoir, je crois que la famille intervient, la famille a de bonnes solutions. Et parfois même ça ne va pas, on vous dit ok d'accord, elle peut aller faire même un mois chez la belle-sœur, elle peut aller même faire un mois chez le beau-père. Bref, c'est pour dire qu'il y a toutes sortes, les parents et les grands-parents ont déjà vu tellement de situations qu'il y a tellement de palliatifs pour gérer des problèmes qu'ils ont déjà en boîte, quoi. Donc on peut vous dire, vous allez d'abord faire ci, vous allez d'abord faire ça. Et pourquoi pas, ça dit que si le mal est si profond, il peut avoir un temps de pause, il peut avoir un temps d'observation. Très bien. Charles Amel, je me retourne vers vous rapidement pour peut-être mieux comprendre la question du parlementarisme permanent lorsqu'une fois on est marié. C'est-à-dire que ça ne s'achève pas et dans de pareilles situations, il faut toujours parlementer, Charles Amel. Monsieur Michel Ndachou, votre fille, votre soeur est mariée, ou bien votre frère est marié à une femme qui est irrespectueuse, méprisante, colérique, hautaine, violente, qui affame son mari, qui ne le nourrit pas, elle affame son mari, qui ne sexe pas, parce qu'il n'y a pas de sexe là. Elle ne sexe pas. L'histoire ne l'a pas dit. Je dis, il n'y a pas de sexe là. L'histoire ne l'a pas dit. Il y a beaucoup de tensions. Je vous dis qu'il n'y a pas de sexe dans cette relation. Parce qu'il n'y a cette pas, femme est une émotive caractérielle avec des comportements suicidaires. Vous dites à votre frère de rester? Ne l'épouse pas. Mais il a épousé. Il a épousé. Maintenant, il demande. Il a doté. Il a doté. Bah, c'est le mariage. Il a doté. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit déjà, ne l'épouse pas. À la mairie. Va plus loin. Laisse-la. Ici, il n'y a pas de discussion familiale. Il n'y a pas d'interpellation familiale. Fais tes bagages, porte ton baluchon, sors de la maison. Laisse-la. Et les enfants? Respirer. Si elle n'a pas appris de toi, elle apprendra par la douleur. Laisse-la et pars. Ce que ta mère ne t'a pas appris, ta belle famille devra te l'apprendre. Si ta belle famille n'a pas réussi à te le faire comprendre, ton mari t'aidera à appliquer. Et si même ton mari tu n'écoutes pas, eh bien laissez la vie lui apprendre, qu'il s'en aille. Juste ton baluchon, tu prends tout ce que tu apprends, tu la laisses. N'est-ce pas? Tu pars. Elle apprendra. C'est elle qui va appeler. Les enfants ne vont pas la laisser, c'est elle qui va appeler. C'est elle qui va négocier. Et sur le chemin de la négociation, elle apprendra les trois vertus. Premièrement, l'humilité devra être humble. Parce qu'elle va aller vers les gens. Elle changera en termes de ton. Donc il faut que la vie la lui apprenne. Fais ton baluchon, laisse, elle ne va pas se suicider. Merci infiniment, Charles Amel, pour cette solution proposée ce matin. Bon, Bengan, nous nous retournons vers vous et aussi pour tenter de mieux comprendre. Il y a ici lieu de sauver à la fois cette fille, sauver également le garçon. Mais devant nous, on a millions de téléspectateurs qui pour beaucoup certainement se retrouvent dans une telle situation. Nous, on vise à parfaire notre société. Vous, sur votre expérience, votre parcours, vous dites quand même qu'il faut se mettre de côté, comme Charles Amel nous dit. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sauver une telle femme afin qu'elle ne soit pas un danger pour un futur homme? D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que les deux vertus pour une vie de couple heureuse, pour une vie de couple harmonieuse, le mari doit être sourd, la femme doit être aveugle. Je dis donc, un mari sourd et une femme aveugle sont toujours dans un couple heureux. Tel n'est pas le cas ici. Deuxième chose, justement, vous avez doté une femme qui vous amène dans ce genre de situation. Parce qu'on a l'habitude de dire qu'on ne rompt pas le mariage avec d'autres. Non, on rompt. On rompt le mariage traditionnel. Et effectivement, la leçon, c'est ce que Charles Amel a dit.
vous avez des enfants, elle peut mourir à tout le moment. Elle peut mourir, vous la laissez. C'est-à-dire que vous créez une situation où elle est dans l'expectative. Merci, maman. Voilà le mot. Même si vous êtes dans la concession familiale, créez une situation où vous abandonnez. Oui. Vous abandonnez et vous partez. Parce que, premièrement, il ne faut pas associer les enfants. Et qu'est-ce qui a tué maman? Qu'est-ce qui a blessé maman? Non, maman disait souvent que quand papa fait, bon, on va... Non, vous créez un incident. J'ai dit, même si c'est dans la concession familiale, vous quittez. Vous allez ailleurs. Pas nécessairement avec une femme, une autre femme. Vous allez ailleurs. Chercher inquiétude. Oui, non, vous créez même une situation, vous y allez ailleurs. Le problème va se poser. C'est donc à ce moment que pourrait intervenir ce que Isabelle Carole a appelé conseil de famille. Justement, et c'est donc au cours de ce conseil de famille, tu vas dire que, en fait, je libère même la femme là. Voilà. Même la dot, je ne réclame rien. Je ne considère même pas qu'elle a été dotée. Voilà. Et par conséquent, elle peut même se remarier. Terminé. Cette phrase-là, cette expression, c'est pas le conseil de famille. Elle est valable, cette expression. Si, c'est comme ça. J'ai dit, nous sommes, ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas la formule pour tout. Vous dites ici, elle veut se suicider, elle peut. Mais est-ce que la femme peut ne pas dans une logique où c'est elle qui est en train de pousser l'homme à agir comme vous le voulez aujourd'hui parce qu'elle est incapable de lui dire exactement qu'elle ne se sent plus dans cette relation? Oui, vous créez donc cette situation-là. Vous créez cet incident. En réalité, si vous convoquez vous-même un conseil de famille pour dire, le conseil de famille est, comme l'a dit Isabelle Carole, conciliant. Vous allez donc concilier quoi? Entre une fille qui, je t'ai dit non, je vais te faire ici, voilà. N'est-ce pas, tu croyais que quoi? Voilà. Et moi j'ai décidé que, non, vous créez, vous anticipez. J'ai dit vous l'abandonnez, même si vous êtes dans votre concession familiale, vous l'abandonnez, vous allez ailleurs, vous partez. Et c'est la solution. C'est ça la solution pour ce cas. Et l'autre solution qui viendra, elle part. C'est la suite. Donc vous continuez plus. Et j'ajoute que comme vous n'irez plus à la mairie, vous dites même que même la dot, comme nous sommes revenus là, je considère que si les éléphants ne t'ont pas encore bouffé, c'est que tu ne travaillais pas. Je considère que ce que j'ai fait là comme dot, c'est un don. Vraiment, elle peut même encore être dotée et trouver un autre mariage. On procède donc de manière cérémoniale, manger la cola, cracher en disant que la malchance là n'entre plus dans notre concession. Vous me semblez cracher sur le plateau, non? Oui, cracher la caméra. Allez, Dominique Audresque, on va dire que les solutions proposées sur le plateau pour vous sont convaincantes et peuvent aller en direction justement pour l'homme qui nous pose le problème ce matin. Non, il n'est pas question de convaincre. J'estime que le monsieur est arrivé quasiment à saturation au point où il pense, où il voudrait qu'on termine définitivement la relation. Mais est-ce qu'il a pris le temps et la peine de comprendre ce par quoi la femme en face est en train de passer? Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se connaissent. Et si ça fait simplement quelques temps qu'elle a radicalement changé, ça veut dire qu'il y a eu un élément déclencheur. Il y a eu un événement qui a poussé à ce que la dame devienne comme ça. C'est impardonnable que quelqu'un utilise un couteau, que ce soit pour attenter à sa vie ou bien à la vie de la personne en face. Votre femme a besoin de soutien et elle a besoin d'accompagnement. Peu de personnes savent comment gérer la colère. Très peu de personnes savent comment contenir et canaliser leur colère. Et c'est à ce moment, lorsqu'on est avec quelqu'un et qu'on connaît cette personne, on aide cette personne à faire un travail sur soi. Parce qu'elle peut ne pas se blesser ou bien ne pas vous blesser vous, mais blesser les enfants simplement dans un accès ou un excès de colère. Donc cette femme a toujours eu besoin de soutien et d'assistance. Un homme qui perd son travail et qui se sent amoindri parce que l'activité qu'il mène avec sa femme, elle a plus d'action, elle a plus investi que celui-ci, il y a une certaine frustration qui se dégage et ici, qu'il le veuille ou non, même inconsciemment, il a manifesté cette frustration-là. Je crois simplement que c'est un couple qui ne parle pas
Et malheureusement, l'absence de dialogue se manifeste autrement, de façon physique, avec cette femme-là qui va un peu très loin dans ses agissements. Si votre mari ne mange pas, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir où est-ce qu'il mange lorsqu'il ne mange pas chez vous. Et lorsque la question d'une autre femme va se poser, on viendra raconter une histoire. Mon mari a arrêté de manger à la maison parce qu'il mangeait à l'extérieur. Ma mère dit toujours que même lorsqu'on est fâché contre son enfant, il faut toujours lui donner à manger. Sinon, même les fantômes vont nourrir votre enfant dehors. Peu importe que vous soyez fâché, en colère contre votre mari, remplissez simplement votre rôle, donnez-lui à manger et restez dans votre colère. Et à ce niveau également, elle a fauté. Est-ce que vous avez pris la peine, parce que vous dépassez votre femme avec un certain âge, vous êtes son aîné, est-ce que vous avez pris la peine de la faire asseoir et d'asseoir également votre autorité en lui disant, madame, vous n'avez pas le droit et je ne vous permets pas de faire ce genre de choses? N'a-t-il pas tenté, quand on sait qu'en face de nous, on a des femmes qui ont la réplique facile, on a des femmes qui ont justement, on va dire, je vais dire, une certaine autorité qu'elles ne savent pas elles-mêmes gérer, de savoir que je suis la femme, j'ai un homme en face de moi, parce que dans l'histoire, il nous parle d'ailleurs du fait que il y a toujours une question d'égalité de sexe. Alors, Michel, est-ce qu'à un moment donné, pour finir, ça fait quand même partie des consensus qui avaient été mis en place lors de, je pense bien, la question, des questions liées sur le droit de l'homme, reconnues sur le continent africain. Et il me souvient d'ailleurs que la question même de l'égalité des sexes a toujours posé problème aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est pas ça le fond, où on se dit, bon d'accord, mon mari et moi nous sommes égaux? C'est possible dans quelle société? c'est possible dans une certaine mesure. Laquelle? Nous sommes égaux, chez les Occidentaux, nous sommes peut-être. égaux Chez dans nous, en Afrique, nous sommes égaux dans la mesure où on est des humains et on est au même niveau. Malheureusement, il y a l'amalgame. Il y a l'amalgame qui est fait. Quand on parle d'égalité de sexe, c'est par exemple sur le plan professionnel, on estime que si un homme fait tel travail et que la femme fait le même travail, ils doivent avoir le même salaire. Donc c'est pour ça. Questions de genre. On est d'accord. C'est dans ça l'amalgame que les gens font. Dans le couple. On sort donc de ce contexte-là et on ramène ça dans les foyers en disant à nos maris que en fait, je porte également un pantalon. Donc tu ne peux pas me faire un certain nombre de choses. C'est ça le problème. Et la femme est comme un enfant. Ce n'est pas votre enfant qui décide de quand vous allez faire ci ou bien vous n'allez pas faire ça. Qu'elle soit autoritaire, qu'elle soit, elle soit, même si au fond, vous n'êtes pas un homme qui prenne l'ascendant, travaillez dessus. Vous êtes un homme qui ne parle, vous ne parlez pas. Travaillez dessus. Il y a des hommes qui ne parlent pas, mais lorsqu'ils l'ouvrent, la femme écoute. Il y en a également qui, même s'ils ne parlent pas, lorsqu'ils l'ouvrent, la femme n'écoute pas. Parce que vous avez laissé faire. Parce que vous avez laissé faire. La femme est cœur. Si vous donnez, la femme va toujours pousser. Aujourd'hui, elle va vous pousser la tête. Vous ne faites rien. Elle va dire que c'est bien. Demain, elle va vous donner une baffe. Quand vous serez deux, vous ne ferez rien. La prochaine fois, vous serez avec vos amis, elle va vous verser du vin dessus. Et elle va vous dire, ramène-moi à la maison, vous allez vous lever, vous n'allez rien faire. À chaque fois que la femme trouve une marge, elle va vous avaler. Donc, c'est aux hommes de s'imposer et d'imposer les limites. Les limites. Si vous laissez faire, malheureusement, vous aurez une femme qui vous fera ce genre de... On s'est réaccord 30 secondes, je vous en prie les amis, pour pouvoir sortir sur la mail, vous demander justement à faire une intervention. Nous vous écoutons. Monsieur Michel Ngachou, l'homme qui cherche à étudier sa femme deviendra écrivain au soir de sa vie. Je dis l'homme qui cherche à étudier sa femme deviendra écrivain au soir de sa vie. Le rôle de l'homme, c'est de donner l'éducation. L'homme a 10 ans pour donner l'éducation à la femme. 10 ans. Où il donne l'éducation à sa femme. La femme doit connaître qui est le mari. Ici, c'est l'inverse. Nous, on a fait un étudiant, il a écrit une thèse de doctorat sur le comportement de mon épouse. Elle fait comme ça, là. Elle le fait, il s'assoit le soir, elle m'a manqué de respect. Ça fait tout un chapitre. D'un jour, on a un problème, elle a sorti le couteau. Une autre sous-chapitre. Mais non, ça c'est un écrivain. Il faut avoir de la poigne dans son foyer, monsieur Michel Ngachou. Il n'y a jamais d'égalité entre l'homme et la femme dans le foyer. La preuve, le salon appartient à l'homme, la cuisine à la femme.
Elles vont vous La chambre, c'est le lieu. Monsieur, Non, mais attends, où est donc Elles vont l'égalité sauter dedans? dessus. je dis, le salon appartient à l'homme, la cuisine à la femme, et la chambre, le lieu de règlement des conflits. Avec comme arbitre premier le sexe. Disons la vérité, on n'a pas besoin de tourner. Voilà. Votre femme vous gueule le matin dans sa cuisine, ne répondez pas. Traitez-la dans la chambre le soir. C'est ça la règle. Ouvre encore ta bouche ici. Et où est l'égalité là? Parce que vous Vous avez 40 secondes pour sortir. Est-ce qu'on est d'accord avec tout ce qui est Elle prenait le cours de son enfant. Elle regardait assidûment. Oui, Voilà. Je crois que tout c'est la base. Tout c'est la base parce que malheureusement, il y a des relations où la femme se sent muselée. Moi, je crois que tout c'est la base et il faut ouvrir le dialogue. Je suis du même avis, mais je crois qu'il faut que la relation soit un peu aérée, qu'on donne un peu d'espace aussi à cette femme, qu'on lui donne cette possibilité aussi de pouvoir s'exprimer. Parce que lorsqu'une femme... Non, pas avec le couteau, là c'est la violence et j'ai dit qu'en aucun cas je ne prônerai la violence. Mais on devrait savoir que le point de vue également de la femme dans un foyer compte. Si cet homme est allé jusqu'à doter cette femme, on est d'accord sur le fait qu'il a vu des points positifs chez cette femme. Il n'est pas allé... Non. Mais il a dit qu'elle devait changer avec le temps. Non, mais je veux dire qu'il y a eu des points positifs qui l'ont encouragé, l'ont emmené à épouser cette femme. Et il s'agit du côté négatif, dans le foyer, on verra comment aménager, canaliser et voir. Allez donc savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a aménagé aussi comme effort pour qu'on arrive vraiment à ce que les choses dégénèrent de la sorte. Parce que toujours est-il, un jour il a aimé cette femme. Bon, ben, pour sortir. Oui, autant c'est inutile de donner des conseils à une femme amoureuse, autant il est difficile de donner des conseils à une femme qui parle du suicide. Et comme ça, fuyez. En Afrique, on fuit le scandale. C'est pour ça qu'on dit on ne veut pas de scandale. Mais c'est mieux que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous devez donc quitter le scandale. Et si cette femme n'est récupérable qu'après une situation de clash, le clash ici, c'est le retrait de l'homme, de sa vie, de famille. C'est ça le clash. Maintenant, le conseil de famille viendra, il posera le problème là. Comment cette femme a boudé un truc comme ça, le couteau, elle veut te tuer. Et à ce moment-là, il y aura donc beaucoup de témoins, madame. Le couteau, c'est pour ça. Et là, on verra. Merci finalement Bengan, merci également à vous mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous regarder ce matin, on souhaiterait au mieux entendre vos commentaires, vos avis. Que dites-vous à cet homme qui pose le problème ce matin? Doit-il rester ou s'en aller? Je m'interroge ce jour sur la question de la destruction du lit d'une rivière adossée à un lac au parcours Vita dans ce pays. On parle du parcours Vita de Douala. Comment comprendre ce qui se passe dans cette ville de Douala, mieux dans ce pays? Quel est le véritable rôle des autorités administratives dans une ville comme Douala? Comment comprendre le non-respect du domaine privé de l'État dans ce pays? Cas du parcours Vita de Bonamoussadi. Le parcours Vita de Bonamoussadi est devenu la cour du roi Péto. Le parcours Vita de Bonamoussadi est devenu un capharnaüm où on retrouve tout un véritable bordel parce que des individus se sont introduits désormais pour construire anarchiquement des maisons. Comment comprendre ces constructions anarchiques qui sont en train d'être organisées là-bas dans l'enceinte du parcours Vita, domaine privé de l'État? Comment comprendre que des individus ont cassé la barrière du parcours Vita via l'entrée juste dans le quartier Santa Barbara pour procéder à d'incompréhensibles remblayages de terrain sur un lac dont on profite puisque nous sommes en saison sèche pour rembler
littéralement et envisager des constructions. Comment comprendre que ces personnes ont pris sur elles de lancer des travaux de construction, de lotissement sur le lac artificiel du parcours Vita? Vous-même descendez et voyez, ils sont en train de construire au parcours Vita. Comment comprendre véritablement cette absence de sérieux? Ce n'est pas sérieux. Comment comprendre que ces personnes mal intentionnées se retrouvent à remblayer le lac, principal bassin de déversement de 4 rivières? Ces 4 rivières qui se déversent dans ce petit lac aménagé pour enfin retrouver les différents bras du Vouri, le Vouri en lui-même. On a décidé de remblayer à la moindre pluie. Le parcours Vita de Bonamoussadi est inondé. Incroyable. Comment comprendre que les injonctions données et par le directeur et par, on va le dire, certains riverains qui participent ne parviennent pas à changer? Existe-t-il véritablement un maire dans cette ville? Question. Comment comprendre l'inertie de l'administration face à ces comportements inciviques? Comment comprendre que ces personnes disent détenir des titres fonciers dans cet endroit qui appartient à l'État? Comment ont-ils fait pour obtenir le permis de bâtir, monsieur le maire Bassadine? Comment est-ce qu'ils ont fait, monsieur le maire Fengwang, pour obtenir dans cet endroit des titres fonciers? Absurde. Où sont les environnementalistes dans cette ville qu'on aperçoit que pendant la période des élections pour venir aborder la question de l'environnement, protection? Où sont-ils? Où est-ce que les populations de Douala peuvent-ils respirer dans cette ville? Dangote a occupé le port, le seul endroit où on pouvait aller respirer, prendre de l'air de la mer, tout est pris. Où vont-ils respirer? Aujourd'hui, on est en train de réduire considérablement, terriblement le parcours Vita qui est derrière question. Savez-vous que le directeur du parcours Vita a saisi les autorités administratives partant du sommet jusqu'à la base sans que rien ne soit fait? Monsieur le gouverneur Iva Dibois a été saisi. Monsieur le préfet Benjamin Mboutou a été saisi. Monsieur le délégué des domaines du cadastre des affaires foncières a été plus que saisi. Qu'a-t-il fait? Rien. Le sous-préfet de Douala 5e, monsieur Anouafo Clétous, a été saisi. Monsieur le maire de Douala 5, monsieur Fengwa Richard a été saisi. Monsieur le maire Bassadine de la ville a été saisi. Ils ont préféré donner leur langue au chat. Pourquoi, monsieur le gouverneur Iva Dibois, restez-vous silencieux? Pourquoi vous, monsieur le préfet Benjamin Mboutou, restez-vous silencieux? Pourquoi est-ce que monsieur le maire de la ville, Bassadine, restez-vous silencieux? Que garderons-nous de vous après votre passage à la mairie de la ville, monsieur le maire Bassadine, si aujourd'hui, voilà le parcours Vita qui est essentiellement réduit? Que disent les environnementalistes? Question. Savez-vous que le remblayage empêche les eaux de suivre la voie normale? Puisque bloquée, elle est obligée de suivre des voies allant jusqu'à inonder des personnes innocentes. Pourquoi la présidence de la République reste-t-elle silencieuse sur la question? Pourtant, c'est un don du chef de l'État. C'est encore marqué là. Où est-ce qu'on va prendre de l'air à Douala si même le parcours est déjà littéralement, considérablement réduit? On racle, on rase, on verse les pierres, on remblaye et on fait des fondations. Comment comprendre que non seulement la ville de Douala soit particulièrement bétonnée, ce qui provoque une augmentation considérable du taux de chaleur, mais qu'en plus, le seul endroit réservé soit encore officieusement au nom d'une mafia. Au nom d'une mafia. Le seul endroit se retrouve aujourd'hui envahi. Savez-vous qu'en Afrique du Sud, il est obligé à chaque maison d'avoir un arbre? Pourquoi tel n'est pas le cas dans ce pays? Une ville entièrement bétonnée et le seul endroit où on peut avoir une concentration d'air pur se retrouve à être détruit. Comment comprendre que ces gens réussissent à obtenir des titres fonciers dans le domaine
et sur le domaine privé de l'État dans une barrière. Monsieur le ministre des Domaines, vous signez quoi comme ça? Monsieur le responsable cadastraux, le délégué régional, vous signez quoi? Qu'est-ce que vous signez dans une zone comme celle-là? Douala 5e semble être devenu un Far West dans le domaine foncier. Il est temps qu'on se pose les bonnes questions. De qui souhaite-t-on se moquer lorsqu'on apprend que cette affaire est le fruit d'une négociation de gré à gré? Parce que pire encore, en face du parcours Vita, il n'y a pas longtemps, le maire de la commune d'arrondissement avait détruit une construction sous le fallacieux prétexte qu'il avait été bâti sur les drains et que quelques jours plus tard, une barrière soit exigée sur le même emplacement. Comment comprendre qu'approché, aucune personne au niveau de la mairie de Douala 5e n'a souhaité se prononcer? Le chargé de l'environnement de la mairie de Douala 5e, contacté par le bon soin, n'a pas souhaité s'adresser aux médias pour le moment, a-t-il dit. Pour dire quoi à la fin? Tous mouillés. Merci infiniment, Charles Badjo. Merci également à tous les Camerounais qui nous regardent ce matin et qui sont très souvent habitués en tant que randonneurs autour du parcours Vita de Douala. C'est une situation assez malheureuse quand même. Et lorsque vous l'avez très bien évoqué ce matin, vous parlez de 4 rivières qui se déversent justement dans ce lac bien connu de ce côté du parcours Vita. Vous permettez que je vous explique, lorsqu'il pleut, là vous allez vous rendre compte que par Betty, toutes ces rivières affluent. C'est ça qui passe sous le drain. Oui. Et qui vont se jeter. Déjà, de l'autre côté de la station Tradex, il faut le citer, nous avons une élite de cette ville qui a remblé littéralement la rivière. Il a remblé littéralement cette rivière. Déjà, partant derrière la Tradex, on a remblé littéralement parce qu'il fallait agrandir son terrain, créer des parkings, on ne sait pas comment. On a remblé. Ça suppose que lorsqu'il pleut, tout ce petit versant, l'eau ne suit plus son cours d'eau. Le Condi sort. La rivière Noatous vient se déverser lorsqu'il pleut. Ça devient un bassin de déversement avant de reprendre les différentes zones. Lorsqu'on finit par rembler, vous êtes tout le temps au parcours Vita. Mais comment vous imaginez qu'à la toute première pluie, tout le parcours est inondé? Vous ne pouvez pas courir. Puis le directeur a saisi le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire de la Séquelle, le maire de la ville, M. Michel Gadjo. Il regarde ailleurs. On a le sentiment justement que les questions foncières ou encore les questions du domaine, ou les problèmes liés au domaine Bonbon-Bengan, des Camerounais pensent jusqu'à présent que ce sera la prochaine guerre au Cameroun parce que tout semble s'étriper autour de cette question-là. Alors, il faut avoir un espace, un domaine foncier où bâtir sa maison. Pour bâtir sa maison, il faut avoir un permis de bâtir. Comment expliquer quand même que dans cet espace aujourd'hui, que l'on parvienne à bâtir des maisons là-bas, traverser le portail ou encore les limites qui vous sont propres, rentrer dans les limites du parcours Vita? Sous quel droit justement parvient-on à le faire? Non, il n'y a aucun droit. Si vous voulez, c'est des passe-droits. Parce que le droit au Cameroun, la législation dit qu'on ne construit pas sur les zones marécageuses. Si vous voulez construire sur les zones marécageuses, vous devez avoir une autorisation express des administrations concernées. Je vous prends 2 exemples. Le lieu qu'on appelle Denver à Bonamoussadi, c'est une zone marécageuse. Et la maïeture, après étude, avait dit n'importe qui, moi je pouvais pas aller construire là-bas puisque je n'ai pas le moyen. Donc il y avait un plan d'assainissement qui permet que ceux qui construisent ne seront jamais dans l'inondation. Donc on procède à des canalisations, à l'assainissement, à un certain nombre de travaux qui fait que vous devez vivre en paix. Premier exemple. Deuxième exemple, Onobiono Andokoti a construit dans une zone marécageuse. Et il a fallu des études menées par les services départementaux ici de Vouri pour lui donner l'autorisation de construire là. Il a construit Andokoti. Donc, il fallait donc procéder à un assainissement et bien derrière le quartier Sokarto, il fallait donc canaliser l'eau jusqu'à un niveau pour que les populations ne soient pas inondées. Justement, ça a été fait. Mais il s'est ajouté le laxisme des autorités administratives, communales, également au niveau du ministère en charge de l'environnement des forêts. C'est comme ça qu'on l'appelait. Aujourd'hui, vous êtes venu scinder ça. On ne sait même plus. Ministère de la faune et la faune, le ministère de l'eau, de ceci, le ministère de la protection animale, protection des poissons, protection des oiseaux, à part et tout. Donc, c'est devenu complexe au point où
la cupidité s'ajoutant au laxisme, ça nous amène à la situation qu'on dit souvent, l'argent tord le fer. Donc, même les instructions du chef de l'État ne sont plus respectées. Et lui-même, il laisse faire. On nous avait dit que les 2 parcours Vita à côté à Yaoundé, à Douala, c'était un don. Et un don, on a donc construit pour le développement du sport, mais également le divertissement. Il faut se détendre. Et à côté, beaucoup parlaient du développement, j'allais dire de la forêt, parce que à Douala, par exemple, à Kovita, il y a ce qu'on appelle la mangrove, il y a le raffia. On devait cultiver un certain nombre de choses de telle manière que les étudiants en botanique devaient s'y rendre, les étudiants en pharmacologie devaient s'y rendre pour avoir certaines espèces et probablement même les utiliser dans leurs études. Malheureusement, le béton est en train de prendre partout. Et pourquoi il y a inondation? Parce que au niveau de la canalisation d'eau, là où l'Aspar, avant d'arriver à la station Tradex, on a oublié de faire, j'allais dire, un pont pour permettre à l'eau de passer. Sur le pont, mon homme Sali. Oui. Sur le pont, ça passe. Non. Ils doivent derrière Tradex, c'est-à-dire que la canalisation, je parle de la canalisation devait arriver. Et je pense que c'est le Kondi, le Mopi. Voilà, c'est le Kondi qui vient là-bas de PK, vous voyez, qui devait aller jeter dans le Mbanya de l'autre côté et continuer dans le Vouri. On n'a donc pas prévu cela. C'est pour ça que vous faites quoi? Vous nous appelez indigènes, vous reviendrez toujours dans l'indigénat. Ça veut dire que la formule qu'on utilise, on ne commande la nature qu'en lui obéissant. Donc, donnez le cours à l'eau et vous allez occuper le reste. Merci. Vous laissez prospérer la végétation et vos enfants et tout ça, vous serez en paix. Et vous allez respirer de l'air frais. On ne commande la nature qu'en lui obéissant, justement. Oui, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Dominique Audrey, je me retourne vers vous rapidement. Est-ce que c'est la preuve aujourd'hui, à travers cette lecture, cette caricature faite par Charles Lamel Bachou, est-ce qu'elle ne demande pas véritablement qu'il y a un problème de politique environnementale au Cameroun dans sa globalité? Le problème va même plus loin. Parce que les lois sur la décentralisation de 1996 martèlent et stipulent que les communes les collectivités ont un pouvoir sur l'aménagement, les dispositions. Donc, le travail des communes ici n'est pas seulement sur le plan économique et tout, ça touche également à l'environnement et à l'écologie. Lorsqu'on vous dit donc que dans cette circonscription administrative, il existe un lieu de détente et de divertissement, ce qu'on demande à corps et à cri à retrouver un peu partout dans les différentes communes, on retrouve quand même des habitations. Ça veut dire que c'est de la complicité. Ça veut dire que c'est connu parce qu'on a vu des bâtisses à cet endroit. Ça veut dire qu'avant de commencer, avant la fondation, il y a un travail qui est fait. La mairie est au courant, la mairie est d'accord, la mairie a donné son aval pour qu'on en arrive là. Donc ici, simplement, il faut dire qu'on finit par comprendre que Douala est plein. Il n'y a plus d'espace où construire, il n'y a plus d'espace où on peut donner le terrain, les terres pleins, les espaces verts au milieu de la route, on a donné pour des snacks, on a donné. Maintenant, il y a un peu d'espace au parcours Vita. Si on verse un peu de terre dessus, on pourra construire. Sauf que les conséquences seront criardes. Lorsque la saison il y aura des saisons qui vont se suivre, on va voir les maisons s'enfoncer dans le sol et après tomber sur les habitants. Parce que ce n'est pas des endroits aménagés. Il faut une certaine logistique pour pouvoir construire sur des zones marécageuses. Et ici, c'est impossible. Ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Toutes les autorités qui ont été abordées et qui sont restées silencieuses sont simplement complices. Et à ce moment précis, les Camerounais doivent faire entendre leur voix. Les Camerounais peuvent faire entendre leur voix. Comment ça? Non, le mouvement des écologistes. Non, peuvent et doivent même en réalité. C'est juste que le sentiment se dégage, c'est qu'au Cameroun, c'est comme si on fait sciemment de ne pas s'intéresser aux affaires politiques. C'est comme si on fait sciemment de ne pas s'intéresser aux droits.
Au droit du Parce citoyen. que l'eau qui ne C'est- va pas c'est circuler bien dommage. au parcours Vita va venir entrer dans d'autres maisons, dans d'autres quartiers. Très bien. C'est ça. Donc, les prochaines pluies, attendez-vous à ce que les inondations soient décuplées. Avant, on pouvait attacher les matelas au plafond. Maintenant, l'eau va arriver jusqu'au plafond et va noyer totalement les maisons parce que ça ne peut pas circuler de l'autre côté. Merci beaucoup, et Dominique Audrey. Isabelle Carole, qu'est-ce que vous rajoutez à tout ce qui a été dit? Est-ce que le sentiment des uns des autres sur le plateau, vous voulez partager les différentes analyses? Entièrement d'accord et je crois que on arrive à ça parce qu'on se dit on est libre de faire ce qu'on veut, sinon on ne peut pas arriver à de tels résultats et se dire comment des personnes font pour arriver jusqu'à ce stade, pour entamer de telles initiatives ou du moins de tels chantiers. Ça veut dire que ces personnes ont un appui et aller savoir de qui est plus de cet appui. Je crois que c'est un problème. Si on veut être complice de ce genre de dérapage, alors qu'on s'affiche aux yeux du monde et qu'on dise « Ok, d'accord, c'est nous qui leur avons donné l'autorisation. » Parce que vous ne pouvez pas vous lever un 4 matin et dire que vous allez entrer là par effraction et vous permettre d'engager de tels travaux. Je crois que l'espace en lui-même a été justement aménagé pour permettre aux uns et aux autres de prendre une bouffée d'air, de pouvoir mener au moins une activité sportive. Encore que même à ce stade-là, il faut encore se poser de bonnes questions parce que on n'a pas ce site a besoin d'aménagement, même à faire simplement marche à pied ou à autre activité sportive. On peut se retrouver en train de se fouler une jambe parce que là-bas, ce ne sont pas des nids de poules, ce sont des nids d'éléphants, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le problème d'insécurité aussi qui se pose là-bas avec acuité, ce qui ne devrait pas être Au niveau le de cas. la Covita? Oui. Oui, c'est vrai. Il y a une insécurité criarde de ce côté. Je dis qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du parcours. Et vous savez que c'est un endroit qui est tellement sollicité, aussi bien le matin que le soir. Même dans la nuit, Charles. C'est ce que je dis, aussi bien le matin que le soir, l'affluence est toujours au beau fixe. Quand vous Allez êtes- au parcours vite à 20h, Je- à 19h, vous verrez simplement le parking. Les gens font du que sport. vous allez vous poser des Permanemment. questions. Ben, Quand vous y arrivez à 5h du matin, vous c'est avez l'impression plein. que les gens passent la nuit là. Si vous arrivez à 5h30, 6h moins, vous n'avez plus de place au parking pour garer. Oui. Au parcours Vita, vous n'avez plus de place pour garer parce qu'à 4h, le parcours est déjà pris d'assaut. Ça veut dire qu'on devrait doubler en ce qui concerne l'aménagement de cet espace pour au moins garantir un minimum de sécurité aux autres. Mais les choses, hein, je veux dire, tout ce qui a été évoqué par Charles Hamel quand même, Isabelle Carole, concernant les inondations, par ailleurs, de temps en temps, oui, ça s'observe là-bas. Et il a d'ailleurs choisi d'évoquer le cas Jouxan, le quartier Santa Barbara. Oui. Effectivement, on voit quand même qu'il y a des constructions Monsieur dans Michel, le il a parcours tout. Vita. Monsieur Michel. Ce n'est pas une erreur. Monsieur Michel, il a Attends, tout été Charles Hamel, dit. on va revenir. Moi, je voudrais qu'Isabelle, pour finir justement, est-ce qu'on va pas reconnaître ici qu'on a des autorités municipales, là, je pose le doigt là-dessus, Oui. qui sont complices de ce genre de pratiques, et plus tard on dira que Paul Biya, tout fait pour que ce pays ne marche pas, alors que les mêmes personnes que Paul Biya nomme tous les jours, et ceux qui sont supposés être votés, sont justement ceux-là qui ternissent justement l'image de, je vais dire, de ces 40 ans de pouvoir aujourd'hui. À lui la faute, donc, Michel Ngacho. À lui la faute, parce que s'il ne réagit pas, chacun se croira libre de faire ce qu'il veut. Je crois que quand vous mettez peut-être un conteneur là où il ne faut pas, en moins de quelques secondes, on est déjà venu vous dire, on met des croix de Saint-André ou quoi que ce soit dessus, pour vous rappeler à l'ordre. Alors pourquoi pour des sites et des endroits pareils qui appartiennent pire encore à l'État, qui sont des domaines bien et bien privés à ces derniers, on se permet en tant qu'individu de pouvoir aller et entreprendre des travaux. Ça ne devrait pouvoir pas se faire. Merci beaucoup Isabelle Carole-Zoupette, mesdames et messieurs, restez sur notre antenne, nous poursuivons l'émission et vous. Convenablement, on marque une petite pause et on se retrouve à 11h.